Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour le top flop de mes lectures du mois de novembre. C'est un petit peu comme le mois dernier, ça va être en deux parties, sauf que cette fois c'est inversé, c'est d'abord le top flop et ensuite la tier list. 12 mangas dans le premier et 12 ou 13 dans le deuxième aussi. Donc aujourd'hui, on va voir de la 12e à la première place. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai un petit objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'atteindre les 1700 abonnés. On a actuellement un peu plus de 1600. Donc je me dis que c'est peut-être atteignable. N'hésitez pas à m'aider dans cette quête. Et merci d'avance à tous et à toutes pour votre soutien. Dans ce top flop et même à la 12e place, il n'y a pas de manga que je n'ai pas aimé. On va prendre cet exemple justement, puisqu'à la 12e place, c'est l'histoire de l'empereur Akihito, notamment dessiné par Usamaru Furuya et scénarisé par Issei Eifuku. Ça nous raconte tout simplement l'histoire de Akihito, donc l'empereur Akihito qui est le fils de Hirohito. On va traverser justement cette histoire. Donc lui il est né dans un temps de guerre et il va régner dans un temps de paix. Donc on va voir un petit peu toute sa vie justement, surtout la partie sur la guerre et plutôt sur son enfance. Et après ça va aller un petit peu plus vite, on va dire, dans son règne, etc. C'est un récit très intéressant, plutôt lisse, c'est pour ça qu'il se classe à la 12e place, c'est que on peut pas dire c'est un coup de cœur ce manga, c'est incroyable. Non, on raconte juste la vie de cet empereur. Je pense qu'on prend aucune liberté scénaristique. C'est un manga qui aurait pu être tout à fait sur un autre support, et je pense d'ailleurs qu'il est sur un autre support puisque ça doit être tiré d'un roman ou d'une autobiographie ou je ne sais quoi. Mais justement, moi quand je lis du Osamu Furuya, même s'il est que au dessin, je m'attends à retrouver un petit peu cette onde de folie, ce trait qui fait tout son charme. Et là, même dans le style avec les dessins d'Osamu Furuya, on retrouve pas en fait toute cette folie. Alors ça ne se prête pas du tout à l'histoire, mais c'est vrai que pour avoir lu une grande partie de la bibliographie d'Osamu Furuya, bah, ce titre est vraiment à part, puisque déjà c'est assez rare qu'il ne soit qu'au dessin. Et en plus, là, on ne reconnaît pas du tout son style. Si on prend cette planche par exemple, si je vous la montre sans vous dire que c'est Osamu Furuya, bah, on sait pas vraiment que c'est lui. Donc c'est vrai que pour moi c'est un petit peu à part dans sa bibliographie, et j'ai bien aimé, mais je vais pas dire que j'ai été époustouflé par ce manga, et c'est pour ça que ça se classe à la 12e place aujourd'hui. À la 11e place, on retrouve du Jiro Taniguchi, et c'est rare pour moi de le placer aussi bas. Donc avec le promeneur dans ce format VD qui est très beau. On le retrouve aussi bas parce que j'ai trouvé ce récit assez plaisant à lire. On va suivre la vie de ce personnage qui va se promener, hein, comme dit le titre, et on va justement suivre sa vie un petit peu. Et on a 8 histoires, je crois, qui suivent ou pas. Et ce que je reproche un petit peu au promeneur de Jiro Taniguchi, alors il est pas seul, hein, c'est Masayuki Kusumi qui est au scénario, c'est qu'après l'avoir lu, en fait, on ne se souvient pas vraiment de ce qu'on a lu. C'est-à-dire que c'est pas très marquant, il passe rien de très intéressant non plus. C'est une lecture plaisante, mais pas très intéressante par rapport à d'autres de ces formats. On va parler un peu plus tard des années 12, qui est un peu mieux classé dans le classement, Quartier lointain, etc., qui sont des chefs-d'œuvre. Là, on n'est pas sur quelque chose de marquant, c'est une lecture plaisante, mais qui s'oublie assez vite. La preuve, je l'ai lu il y a pas longtemps, j'aurais du mal à vous dire de quoi les 8 histoires parlent, honnêtement. On est sur un très beau format, hein, sur ce format BD. Ce que je reproche un petit peu, et ce que j'ai dit dans la vidéo Achat Manga, c'est qu'il n'y a pas de page couleur, alors que là on nous promet quand même de belles couleurs. Donc on s'est dit qu'on va retrouver un petit peu la même chose dedans. Non. Et c'est un format assez court aussi, puisqu'on est à moins de 100 pages. Donc j'ai globalement apprécié ma lecture, mais ça peut pas se classer plus haut, puisque c'est pas une lecture très marquante pour moi. À la 10e place, L'âge de déraison de Usamaru Furuya. Alors vous vous dites, il aime bien cet auteur, mais tous ces mangas sont classés vers la fin du classement. Vous inquiétez pas, il y en a qui sont placés plus haut, voire beaucoup plus haut. L'âge de déraison, Usamaru Furuya n'est pas seul puisqu'il n'est qu'au dessin, et c'est Otsuichi qui est au scénario. Et en fait, c'est un recueil d'histoires courtes, et comme dans tout recueil d'histoires courtes, il y a des disparités, c'est-à-dire que toutes les histoires ne se valent pas. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a qu'on retient, il y en a qu'on oublie. Moi, si je devais en retenir quelques-unes, j'ai beaucoup aimé la première, qui s'appelle Chronique d'une submersion. La deuxième aussi, qui s'appelle Le monde des fourmis. Et en fait, chacune des histoires va nous transporter dans un monde un petit peu changé, mais que par la perception d'une seule personne en fait. Dans Chronique d'une submersion, on va retrouver une jeune fille qui vit dans un monde un peu hallucinatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui voit son monde. En même temps, elle vit dans un monde réel, et elle est un petit peu dans la lune en fait, dans ce monde réel, puisque elle est toujours perdue dans ses pensées. Et dans Le monde des fourmis, par exemple, on va retrouver l'histoire d'un jeune homme qui pense que tout le monde est fait de fourmis. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis composé de fourmis. Donc il va penser que tout le monde est composé de fourmis. Et on retrouve un petit peu ce thème dans à peu près toutes les histoires, et je l'ai trouvé très intéressant. Il ne se classe qu'à la 10e place, justement, parce qu'il y a des disparités, il y a des histoires un petit peu moins bien. Mais globalement, je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'était une lecture très appréciable. Je regrette pas d'avoir autant galéré à le trouver, puisque L'âge de déraison, il n'est plus commercialisé. Peut-être qu'il le sera un jour de nouveau.
mais en tout cas aujourd'hui il est assez difficile à trouver, et je l'ai trouvé en plus en très bon état, il n'est pas du tout jauni malgré l'âge du bouquin, donc plutôt content d'avoir fait cette acquisition. 9ème place pour Holy Land, tome 4. Alors j'aime beaucoup Holy Land, c'est juste qu'il y a bien meilleur que ce manga ce mois-ci. Dans le top flop, on retrouve toujours Yu, notre chasseur de Yankees. On progresse bien dans l'histoire. C'est un titre qui n'est pas exempt de tout défaut, puisque le dessin est un petit peu simpliste des fois. On voit qu'il y a certaines planches qui sont très jolies, je trouve, qui sont assez bien dessinées, et d'autres qui sont un peu plus approximatives. Donc c'est assez inégal en fait dans le dessin, et on voit que Kujimori s'est bien amélioré après, notamment avec Genesis. Mais voilà, toujours aussi bien, j'accroche toujours autant à Holy Land, avec notamment ce style de Kujimori qui fait que le narrateur est très présent en fait, parce qu'il va nous expliquer pas mal de choses, et notamment là dans Holy Land, dans le combat de rue. Dans Genesis, c'est sur la préhistoire, hein, notamment que le narrateur est très présent pour nous expliquer justement ce qui se passait à la préhistoire, les outils, etc. Là, on va être vraiment dans les techniques de combat, dans le combat de rue. Et il va beaucoup nous expliquer, justement, ça aide, pour moi qui ne connais rien au combat et au combat de rue en général, de bien comprendre la progression justement de Yu, et comment se passe un combat en fait, au lieu de voir juste des lances taver pendant 2-3 cases. Là on va vraiment avoir l'explication de comment ça se passe, comment il a décidé stratégiquement de placer son coup, etc. Donc ça j'aime beaucoup dans Holy Land, et hâte de lire la suite tout simplement. 8ème place pour Les Années Douces de Taniguchi et Kawakami. Les Années Douces, ça va nous raconter l'histoire de ces deux personnages qui se rencontrent toujours au même restaurant. En fait, lui a été le professeur de elle il y a quelques années, et ils se rencontrent un jour dans leur restaurant favori à tous les deux, puis ils décident de s'asseoir à côté, de parler, de manger, puisqu'ils aiment beaucoup manger dans ce restaurant, partager justement des mets différents, goûter du saké, etc. Et on va voir petit à petit l'évolution de cette relation qui va se rapprocher petit à petit de la romance forcément, mais une romance un petit peu interdite, puisque c'est entre un ex-professeur et son ex-élève qui ont quand même un écart d'âge assez important. Et ça va être ça qui va un petit peu faire cogiter un personnage comme l'autre, parfois les éloigner, parfois les rapprocher. Et c'est très intéressant dans ces deux tomes, j'ai beaucoup aimé voir la progression justement de cette relation. Vous le verrez bien en lisant Les Années Douces, mais en tout cas je vous le conseille. Et je vous le conseille d'ailleurs dans ce beau coffret qui contient les deux tomes. Là, le tome 1 je l'ai dans la main, donc il n'y a que le tome 2. Je crois qu'il n'est plus commercialisé, mais il me semble qu'il se trouve assez facilement, j'ai pas eu trop de mal à le trouver. On retrouve toujours le style graphique de Jiro Taniguchi que j'apprécie tant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient aussi. Donc en tout cas un très bon manga de Jiro Taniguchi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je vous le conseille si vous voulez voir un petit peu Taniguchi qui s'essaye à la romance. C'est assez sympa à découvrir. Encore du Jiro Taniguchi avec K, qui est le surnom de ce personnage. C'est un manga qui va traiter de l'alpinisme, un thème que j'aime beaucoup dans le manga, et que j'aime surtout dessiner par Jiro Taniguchi, parce que je trouve que c'est l'auteur qui dessine le mieux ces plus hauts sommets du monde. Ce côté vertigineux, je trouve qu'il le dessine à merveille. Et là on va retrouver donc dans des histoires courtes qui vont chacune être consacrées à des grands sommets. Donc on voit K2, Makalu, Everest, etc. qui sont des noms de hauts sommets. Et on va retrouver à chaque fois ce personnage K qui est un petit peu le MacGyver de l'alpinisme, puisqu'à chaque fois qu'il y a une situation impossible à résoudre pour tout autre alpiniste, lui on va l'appeler. À chaque fois, il va avoir le même réflexe, c'est-à-dire qu'il a une grosse barbe, il va se la raser. Quand il se rase, ça veut dire qu'il part pour aller sauver quelqu'un, pour aller tout changer. Et j'aime bien, moi, ces histoires d'alpinistes un petit peu solitaires qui sont capables de tout. Et voilà, surtout les dessins, c'est toujours aussi beau. Et là, je vous montre qu'un dessin d'un visage en gros plan avec des montagnes derrière, mais il y a beaucoup de dessins également juste de montagnes qui sont incroyables. Voilà, même si je sens dans des un peu plus petits formats, puisqu'on n'est pas dans le même format que le Sommet des Dieux, il arrive à montrer toute la grandeur justement de ces hauts sommets, toute leur hostilité. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Jiro Taniguchi, c'est ça que j'aime beaucoup en général dans les mangas d'alpinisme, mais je trouve que Jiro Taniguchi est certainement le meilleur pour dessiner ce genre de manga. 6ème place pour le tome 12 de l'Atelier des Sorciers que j'ai pris dans sa version collector, qui avait un puzzle de 500 pièces que j'ai pas encore eu le temps de faire. Je vais le faire un jour, mais pas tout de suite. J'aime toujours autant cette série, on attend toujours un petit peu pour avoir les tomes, c'est le rythme de sortie est assez lent, mais c'est toujours un plaisir à chaque fois de retrouver cette petite histoire. Alors c'est pas un scénario qui va avancer super vite, je sais qu'il y en a certains qui ont un peu abandonné ce manga pour ça, mais faut pas lire ce manga pour la progression de son scénario. Alors il progresse, hein, il s'arrête pas, mais il faut le lire aussi pour son style graphique, pour cette ambiance qu'il y a dans l'Atelier des Sorciers que je trouve vraiment génial, et pour le fait que son autrice arrive tout le temps à casser les codes. Là on a des scènes avec des sangsues, sans trop vous spoiler,
où ces sensus sortent des cases justement. Et j'ai trouvé ça très culotté, artistiquement parlant. Et je trouve qu'elle arrive toujours à faire des choses comme ça, avec des styles, vous voyez, ce genre de cases où on a, au lieu d'avoir des cases un petit peu carrées, un petit peu géométriques, ben on a une case ronde. Et c'est ce qu'elle fait tout le temps en fait. Si on tourne les pages, on arrive toujours à trouver des cases qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est toujours un plaisir pour les yeux. Donc vivement le 13e tome de l'Atelier des Sorciers, même si je sais que ça sera pas avant 6 mois certainement. On continue ensuite avec un éditeur qui n'était pas dans ma collection jusqu'à maintenant, c'est Sarbacane avec Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Je pouvais évidemment pas passer à côté de ce bouquin, étant un grand fan des œuvres de Miyazaki. J'ai vu tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et Le Voyage de Shuna, donc c'est un manga qui n'existe pas en film d'animation, et on va se retrouver un petit peu dans le même style que Nausicaa. Ça a été en tout cas fait à la même époque. Les paysages nous font beaucoup penser à Nausicaa, mais on aura aussi des éléments qui vont apparaître dans d'autres films de Miyazaki, comme les Yakuru qu'on voit ici. Ici, c'est une race d'animal. Dans Princesse Mononoke, c'est un animal qui ressemble exactement à ça et qui va s'appeler Yakuru. C'est un manga tout en couleur, édition magnifique, cartonné. En fait, on n'a aucune bulle dans ce manga, c'est juste de la narration en fait. Juste les pensées des personnages, enfin du personnage. Et c'est assez intéressant à voir puisque le fait qu'il n'y ait pas de bulle, que ça ne prenne pas énormément de place et que le texte se fonde bien dans ces grands paysages en couleur, eh bien on se concentre encore plus sur les images et j'ai trouvé ça assez intéressant à la lecture. J'ai beaucoup aimé aussi la postface de Alex Dudoc de Witt, qui est un grand fan bien sûr de tout l'univers Ghibli et Miyazaki en général, et qui nous explique un petit peu la place du monde de Shuna justement dans l'œuvre globale de Miyazaki. Et c'est assez intéressant, donc je vous conseille, si vous avez Le Voyage de Shuna, des fois on se dit quand il y a des pavés à la fin d'écriture, etc., on se dit bon, je le lirai une autre fois, là un petit peu la flemme. Là, prenez vraiment le temps de le lire, c'est vraiment très intéressant. Une bonne place, un bon classement pour ce très bon manga et un immanquable pour moi si vous êtes un grand fan de Miyazaki et de Ghibli en général. Un manga que je ne pensais pas placer aussi haut vu tous les avis mitigés que j'avais vus dessus, c'est Aubin les Yankees aux éditions Naban. C'est en 3 tomes et ça va nous raconter l'histoire de ces deux personnages qui sont Taiga et Tatsuya, qui sont surnommés Tigre et Dragon, qui sont des voyous, hein, des Yankees, donc ils aiment bien la bagarre, ils aiment bien se foutre sur la gueule, mais ils aiment aussi énormément les bains publics. Donc en fait ils ont deux passions dans la vie, et deux passions qu'on ne relie pas forcément. Mais voilà, ils vont être totalement différents dehors, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps chercher la bagarre, ils vont tout le temps chercher à se faire respecter, que dedans où justement ils vont eux-mêmes respecter toutes les règles qui sont tout autour des bains publics, et ils vont chercher à découvrir toujours de nouveaux bains publics. Alors c'est un manga qu'il faut lire pas comme un manga normal, c'est-à-dire qu'il faut pas s'enchaîner tout d'un coup, se dire je vais me faire un marathon au bain les Yankees. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, c'est pas comme ça qu'il faut le consommer. C'est-à-dire que au bain les Yankees, si on lit tout d'affilée, ça va peut-être un petit peu indigeste, on va peut-être se dire ah, c'est un petit peu redondant, alors que c'est pas du tout le cas. Et en fait, comment je vous conseille, moi, de mon propre avis, de lire Aubin et les Yankees, c'est de lire ce premier tome jusqu'à la fin, de lire un autre manga, de lire le deuxième tome, de lire encore un autre tome d'un autre manga et de lire le troisième tome. Et c'est comme ça que vous allez vraiment apprécier cette œuvre à sa juste valeur, parce que voilà, c'est un manga qui se déguste. Aubin les Yankees, c'est pas un manga qui se rush, et c'est comme ça qu'il faut le lire, honnêtement. Ce n'est que mon propre avis, mais c'est aussi le conseil qu'elle m'avait donné Naban sur Instagram. Et j'ai suivi ce conseil et je suis très content de l'avoir suivi parce que j'ai adoré ce manga. Je dirais pas que c'est jusqu'à un coup de cœur, mais c'est vraiment une grande surprise de cette fin d'année. Je pensais vraiment pas l'apprécier autant et c'est le cas. Donc si vous avez vous aussi des avis très mitigés sur ce manga et que vous tâtez à l'acquérir justement à cause de ces avis, comme moi je l'ai fait pendant assez longtemps, n'hésitez pas en fait, mais juste changez votre manière de consommer ce manga par rapport à comment vous consommez les autres mangas. Et je vous ai pas parlé du dessin, mais moi je le trouve très bien. Et je trouve surtout assez fort au niveau de l'auteur, qu'il se soit autant renseigné sur les bains publics. Alors lui, il dit lui-même qu'il aime beaucoup les bains publics, mais il est justement allé dans des bains publics, il a demandé justement aux propriétaires de ces bains publics s'ils pouvaient les dessiner, etc. Et on voit vraiment qu'il y a un vrai travail de recherche derrière, puisque on ne les connaît pas en vrai, hein, ces bains publics qu'il présente, qui sont principalement à Tokyo, mais on voit qu'ils sont très très bien faits et au détail près. On passe au podium à la 3e place avec Darwin's Incident, tome 5. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai fait un post dessus.
Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce manga. On en a parlé pendant un petit moment, c'était d'ailleurs Authentique qui en avait pas mal parlé sur sa chaîne, mais je trouve que depuis on n'en reparle pas trop, et il faut en parler, puisque Darwin's Incident, on est au tome 5, et c'est toujours aussi bien, voire de mieux en mieux. Je trouve le récit tellement fluide, tellement facile à lire, tellement intéressant. Vraiment, c'est un manga que j'adore, c'est un des meilleurs mangas en cours pour moi, et je le trouve vraiment sous-coté. Il aborde un sujet très controversé qui est la modification génétique avec beaucoup de justesse, je trouve, sans jamais dépasser les limites, mais en expliquant avec justesse tout ce qu'il faut expliquer. Et j'aime beaucoup la relation entre ces deux personnages, avec Charlie notamment, et puis avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui est depuis la fin du tome 4, qui va être très intéressant pour la suite et qui est très intéressant dans ce tome-là. Donc vraiment hâte de voir la suite de Darwin's Incident. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore passé le pas, si vous hésitez par rapport au thème, etc. C'est captivant. Que vous aimez le thème ou pas, c'est captivant. Et je vous le recommande très chaudement. Deuxième place pour un titre de Osamu Furuya qui paye pas de mine comme ça. C'est-à-dire que ce soit au niveau des couvertures, hop, ou au niveau du titre, qui est Je voudrais être tué par une lycéenne. On se dit pas ça va être un excellent manga, et pourtant si. C'est vraiment un excellent manga que je vous conseille de lire pour découvrir l'auteur ou pour continuer votre découverte de l'auteur. En tout cas, c'est un incontournable de cet auteur. C'est en 2 tomes, c'est chez Delcourt Tonkam et c'est excellent. On va retrouver l'histoire de Haruto qui est un professeur qui a un fantasme. Il voudrait être tué par une lycéenne. C'est un fantasme qui le suit depuis longtemps. On va voir justement tout ce cheminement. Et il a repéré sa cible, c'est-à-dire celle qui pourrait le tuer, qui s'appelle Mao Sasaki, et qui est donc l'une de ses élèves. Et on va voir justement comment il va essayer de parvenir à ses fins, donc à arriver à se faire tuer par cette lycéenne, par Mao Sasaki. On voit tout ce côté tordu de ce professeur, toute cette préméditation au fil des 2 tomes, justement au fil des chapitres, et c'est super intéressant, c'est génialement narré, c'est génialement scénarisé. Le dessin de Osamu Furuya est toujours aussi efficace. Pour moi, on est vraiment pile dans ce que l'auteur sait faire de mieux, et c'est honnêtement l'un des meilleurs mangas que j'ai lu de ce mangaka, hormis le manga qui est à la première place, puisque c'est aussi du Osamu Furuya. Et oui, encore du Osamu Furuya dans ce classement, et surtout à la première place, et honnêtement de loin, parce que c'est un réel coup de cœur. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, et ça s'appelle La déchéance d'un homme. C'est aux éditions IMHO, c'est un gros paftard comme ça, mais ça se lit d'une traite, c'est génial. Ça va nous raconter l'histoire de ce personnage. Alors, il faut savoir que ce n'est pas Osamu Furuya qui a inventé cette histoire. À la base, c'est un roman de Osamu Dazai qui a été adapté à la fois par Osamu Furuya, mais aussi par Junji Ito. Vous connaissez peut-être mieux la version de Junji Ito, elle est plus connue. Je ne l'ai pas encore lu, ça ne saurait tarder, mais j'ai toujours entendu que celle de Osamu Furuya était meilleure, donc je voulais absolument la lire en premier. Et on retrouve donc l'histoire de ce personnage, Yozo Oba, qui a tout pour réussir en fait, hein. Il est plutôt beau gosse, il est d'une famille assez aisée, et il n'y a aucune raison qu'il soit dans la déchéance justement, mais on va suivre son histoire, on va suivre ses mauvaises décisions, on va suivre voilà, comment une vie peut déraper, et petit à petit comment cet être va tomber dans la déchéance et passer d'un statut social assez enviable à un statut social plus du tout enviable, mais que à cause de lui, hein, vraiment c'est vraiment que des mauvais choix, et c'est sa personnalité qui pêche dans cette histoire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas un vrai chef-d'œuvre, une vraie belle découverte. Ne passez pas aux côtés, pour moi c'est le meilleur manga de Osamu Furuya que j'ai lu jusqu'à maintenant, et ça vaut vraiment le coup, c'est incroyable, c'est juste incroyable, il n'y a pas de mots pour décrire ce manga. Si on était dans une tier list, là je lui mettrais un 19 sur 20 sans hésiter. Et c'est la fin de ce top flop, merci à toutes et à tous pour votre soutien. On se retrouve très vite avec la deuxième partie, donc la partie tier list pour le reste de mes lectures du mois, à peu près 12-13 mangas aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à mettre en commentaire quelles ont été vos lectures du mois, si j'ai influencé certaines de vos lectures, certains de vos achats, justement à travers cette vidéo ou des vidéos précédentes. Ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des abonnés ou des non-abonnés qui lisent des mangas grâce à moi, qui achètent des mangas grâce à moi. Ça me fait toujours plaisir, puisque moi je suis juste là pour discuter de manga, pour parler de manga et pour conseiller justement aussi les lectures qui m'ont plu. Donc si mes conseils, si mon avis peut aider certaines et certains, ça fait toujours plaisir à entendre, à savoir. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci encore et à plus.